dépolarise, puis ça se dépolarise, puis ça se repolarise, etc. À une fréquence qui est caractéristique du segment auquel on se trouve. Par exemple, on va observer que la fréquence de ces ondes lentes est de 3 par minute dans l'estomac, mais va être nettement plus élevée dans le duodénum, puisqu'elle va être de 12 par minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au maximum, l'estomac est capable de se contracter 3 fois par minute, jamais plus. Ça veut dire qu'au maximum, le duodénum peut se contracter 12 fois par minute, mais pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que la conséquence d'une onde lente peut être à peu près ou totalement nulle en termes de mouvement, mais elle peut entraîner l'apparition d'une contraction. Et pour qu'elle entraîne l'apparition d'une contraction, il faut qu'elle franchisse un seuil qui est le seuil suffisant pour que, par exemple, il y ait suffisamment de calcium qui rentre à l'intérieur de la cellule pour augmenter la concentration de calcium libre et activer la chaîne légère de la myosine. Et à ce moment-là, quand on franchit ce seuil critique, on va observer ces potentiels d'action ici, et ces potentiels d'action vont être suivis d'une activité motrice, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui favorise des dépolarisations de ces ondes lentes qui sont suffisantes pour atteindre ce potentiel critique de dépolarisation? C'est l'étirement. Donc la distension de la paroi, ça dépolarise la membrane. La stimulation par l'acétylcholine et plus généralement l'activité de toutes les fibres parasympathiques activatrices. Au contraire, si on hyperpolarise la membrane et qu'on éloigne le potentiel de membrane, même si on continue à voir les ondes lentes ici, elles n'ont pas disparu les ondes lentes, elles sont toujours là. Mais le potentiel de membrane est éloigné de ce potentiel critique et pour que ce potentiel de membrane atteigne le potentiel critique, il va falloir un stimulus qui soit beaucoup plus important. Et donc ça, évidemment, défavorise l'activité motrice. On va observer ce phénomène de dépolarisation dans l'activité sympathique, mais aussi dans l'activité parasympathique médiée par les fibres non cholinergiques. Vous y êtes toujours ou... Donc en termes de couplage excitation-contraction, voilà exactement ce qu'on peut observer. Donc vous avez en haut l'activité électrique de la membrane plasmique ou l'évolution du potentiel de la membrane plasmique d'une cellule musculaire lisse. Et en même temps, vous enregistrez l'activité mécanique qui en dépend. Cette dépolarisation franchit le seuil critique et elle va entraîner une contraction. Modérée, mais une contraction quand même. Cette dépolarisation, elle franchit le seuil critique, mais avec une amplitude qui est bien plus grande que celle-là. Et à son sommet, pour cette raison-là, on voit apparaître des potentiels d'action et on va aussi avoir une activité mécanique qui en résulte. Et cette activité mécanique sera plus intense que celle-là parce que la dépolarisation initiale a été plus intense. Cette onde lente, elle témoigne bien d'une activité électrique, mais elle ne franchit pas le seuil de dépolarisation. Et si vous cherchez une activité mécanique derrière, il n'y en a pas. Donc l'activité électrique n'est pas nécessairement couplée à une activité mécanique. Ce que je veux dire, c'est que l'activité mécanique ne peut pas être plus fréquente que l'activité électrique. Elle ne peut qu'être égale à l'activité électrique ou moins fréquente que l'activité électrique, mais jamais plus fréquente. C'est pour ça que, puisqu'il n'y a jamais plus de 3 ondes lentes par minute dans l'estomac, il n'y a jamais plus de 3 contractions mécaniques par minute dans l'estomac. Puisqu'il n'y a jamais plus de 12 ondes lentes par minute dans le duodénum, il n'y a jamais plus de 12 activités
12 contractions par minute dans le duodénum. Et puis, on va terminer cette première partie par quelque chose qu'on est en train de réaliser progressivement depuis une dizaine d'années et qui commence à prendre une ampleur qui est colossale, non seulement dans la connaissance de la physiologie normale du tube digestif, mais aussi celle de la physiologie anormale du tube digestif, c'est-à-dire de la maladie. On s'est progressivement rendu compte que le tube digestif est un tissu endocrine extrêmement développé. Alors, je ne parle pas du pancréas. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'une partie du pancréas est une activité, est une structure endocrine dont une partie sécrète l'insuline, dont une partie sécrète le glucagon, dont une partie sécrète la somatostatine. Ce n'est pas ça l'histoire. Je vous parle de la paroi du tube digestif. Alors ça fait longtemps qu'on avait remarqué que dans la paroi du tube digestif, il y a des cellules qui ne sont pas comme les autres et qui ressemblent plus à des cellules endocrines qu'à des cellules épithéliales banales. Mais l'attention n'avait pas tellement été portée là-dessus, jusqu'au moment où des gens ont commencé à travailler là-dessus, on s'est aperçu que la quantité d'hormones et la variété d'hormones qui pouvaient être sécrétées par la muqueuse, ou la paroi plus exactement, pas seulement la muqueuse, la paroi du tube digestif est absolument hallucinante. Et ça a une importance qui est de plus en plus ou de mieux en mieux réalisée. Alors c'est peut-être écrit un peu petit, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi vous avez faim et pourquoi vous n'avez plus faim? Il y a une réponse qui est simple à pourquoi j'ai plus faim, en général, c'est parce que j'ai suffisamment mangé. Mais qui vous dit que vous avez suffisamment mangé? Comment on ajuste sa prise alimentaire à court terme aux besoins de l'organisme et au maintien d'un poids corporel cible? Comment on fait? Parce que ça se fait. On y arrive sans y penser en permanence. Donc à un moment, vous avez envie de manger. Vous éprouvez le besoin de vous nourrir. Et vous éprouvez le besoin de vous nourrir parce que certaines structures cérébrales vous informent qu'il y a une nécessité à se nourrir. Mais elles ne vous disent pas ça par hasard. Elles vous disent ça parce qu'elles-mêmes sont sous l'influence d'une hormone qui est fabriquée par l'estomac, qu'on appelle la gréline. Et la gréline est une des rares hormones qu'on possède qui donne faim. Et quand on est en situation de jeûne, qui a duré depuis suffisamment longtemps, la concentration de gréline devient suffisamment élevée pour que la perception de faim devienne consciente. À partir du moment où on commence à consommer de la nourriture et à remplir l'estomac, on va faire produire par la paroi de l'estomac, puis par la paroi de l'intestin grêle, des hormones. Alors vous avez ici un certain nombre de ces hormones qui sont représentées. Donc le peptide apparenté au glucagon, le GLP1 ici, l'oxyntomoduline, le peptide YY, la cholécystokinine. Retenez pas forcément le nom de ces molécules, vous avez besoin de savoir, de toute façon on verra un certain nombre d'entre elles, chemin faisant, lorsque on détaillera les autres fonctions du tube digestif. Mais sachez qu'elles existent, et ces hormones qui sont produites par la muqueuse de l'estomac ou par la muqueuse de l'intestin grêle à partir du moment où il commence à se remplir, vont circuler et arriver au cerveau et avoir deux cibles. La première cible, c'est le noyau du tractus solitaire,
Et la deuxième cible, c'est les noyaux qui se situent dans la région hypothalamique. Et non seulement elles ont ces deux cibles, mais on est en train de se rendre compte qu'elles ont également d'autres cibles, par exemple le tissu adipeux, par exemple le foie, par exemple la vésicule biliaire, et qui vont modifier le comportement de ces tissus pendant même qu'on est en train de s'alimenter. Et ces tissus eux-mêmes, par exemple le tissu adipeux, par exemple le foie, vont être capables de sécréter des hormones en réponse à ces stimulus qui sont primitivement d'origine digestive, pour aller informer le système nerveux central que une alimentation est en cours, qu'un repas est en cours et qu'il faut en tenir compte pour ajuster la prise alimentaire et l'interrompre lorsque l'organisme finalement juge que suffisamment d'aliments ont été consommés. Donc en réponse à ces hormones sécrétées par l'intestin, il va y avoir une modification de la sécrétion d'insuline, de la sécrétion de peptide P, de la sécrétion de leptine, de la sécrétion de TNF, etc. etc. Encore une fois, vous ne farcissez pas le cerveau avec ces molécules, mais sachez que ces phénomènes existent. Et ce qu'on observe en réalité, c'est que l'alternance de la prise alimentaire et de jeûne est contrôlée par les variations réciproques de ces hormones, et en fait je devrais dire de cette hormone qui est l'hormone de la faim, qui est la gréline, et ces hormones de la sensation progressive de satiété et la sensation de satiété complète, qui sont tous les autres systèmes qui